Bonjour Gaël Vessière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ambassadeur de France en Ukraine, à Paris pour quelques jours seulement. On va évidemment parler des discussions qui commencent pour un cessez-le-feu, du quotidien sous les bombardements, avec la fierté malgré tout d'être aux côtés des Ukrainiens dans leur résistance depuis des mois. Mais d'abord, vous qui êtes sur le terrain à portée des troupes russes, est-ce que vous craignez encore plus pour votre vie, pour votre sécurité, depuis qu'Emmanuel Macron a clairement dit que la Russie était une menace pour nous, Français, Européens? Que la Russie soit une menace existentielle pour l'Europe et pour les Français, je crois qu'on chacun le mesure. Et évidemment, quand on est à Kiev, on le mesure peut-être encore plus facilement que d'autres. Mais ça concerne tout le monde. Écoutez, moi, j'essaie de pas trop penser à ma sécurité. De façon générale, il y a des gens qui s'en occupent de ma sécurité, qui s'en occupent très bien d'ailleurs. Et voilà. Mais après, on est là pour partager aussi le quotidien des Ukrainiens. C'est ça que ça veut dire. On va y venir, mais quand même, cette menace russe qui a été clairement explicitée par le président de la République en direct à la télévision, il a voulu s'adresser aux Français. Vous êtes à quelques kilomètres des troupes russes. Est-ce que votre sécurité a été renforcée parce qu'il y a un vrai danger? Les représentants français en Ukraine sont menacés. Alors, on ne sent pas pour l'instant de menace accrue par rapport à la menace qui existait déjà, mais il y avait déjà une menace. Et surtout, ça ne nous empêche pas de travailler. Moi, je suis allé avec Jean-Noël Barrot quand il était venu en octobre. On est allé à Soumy, où il y a eu des combats pas loin ce week-end. Donc, on essaie de ne pas rester coincé dans Kiev. On prend des mesures de sécurité qui s'imposent. Mais non, pour l'instant, il n'y a pas de changement de posture de sécurité. Il y a une vigilance, évidemment. Le président Emmanuel Macron alerte sur la menace russe, explicitement, depuis mercredi dernier dans son allocution face aux Français. Les chefs d'état-major des pays de l'Union européenne se réunissent demain à Paris. Comment est-ce qu'on peut comprendre, quand on se met à la place des Français, qu'on veut la paix, quand on donne l'impression de préparer la guerre ? Écoutez, je crois que de toute façon, ce qui est très clair, c'est qu'à aucun moment il n'est question de préparer la guerre. La question, c'est comment est-ce que la France, le Royaume-Uni, d'autres Européens ou d'autres partenaires d'ailleurs, pourraient créer des conditions pour permettre qu'une paix soit une paix durable, une paix soutenable, et qu'il ne se passe pas ce qui s'est passé dans le passé, c'est-à-dire que après la guerre de 2014, il y a à nouveau une guerre en 2022, et puis que demain il y a une guerre en 2030. Donc la question, c'est comment constituer des garanties de sécurité qui pourraient rendre un accord de cessez-le-feu ou un accord de paix soutenable, durable et crédible pour tout le monde. Mais là, on n'a pas l'impression d'être dans la diplomatie. La réunion des chefs d'état-major demain, le message envoyé à Poutine, au Kremlin, c'est « regardez, on s'organise militairement ». On s'organise militairement pour donner des garanties de sécurité à l'Ukraine dans le cadre d'un cessez-le-feu. Il ne s'agit pas d'aller se battre aux côtés de l'Ukraine maintenant. Il s'agit d'apporter des garanties dans le cadre d'un cessez-le-feu. Donc tout ça, c'est dans le cadre d'une approche qui fondamentalement est diplomatique. Après, vous avez raison, il y a des mesures militaires qui sont l'application de ça, si c'est décidé politiquement, mais c'est dans un cadre qui lui-même est un cadre diplomatique. Vous avez vu ce qu'a dit le président Zelensky, ce qu'avait dit le président de la République d'ailleurs, on envisageait une trêve partielle, un accord de cessez-le-feu avec des garanties de sécurité. On entend aussi d'ailleurs ce que disent les Russes, ils veulent la démilitarisation de l'Ukraine, ils ne veulent pas entendre parler de troupes européennes, même pour des garanties de sécurité. Ça veut dire qu'on est encore très loin, au moment où on se parle, d'un accord sur un cessez-le-feu ? Alors les positions sont évidemment très, très éloignées, ça c'est absolument certain, mais elles sont d'autant plus éloignées qu'ils ne se parlent pas, puisque aujourd'hui les Américains parlent avec les Russes, les Américains parlent avec les Ukrainiens, demain il y a cette réunion importante en Arabie Saoudite, mais il n'y a pas de discussion, de format de discussion, il faudrait qu'il y en ait un jour bien sûr, où les Russes et les Ukrainiens se parlent. Et là on voit effectivement sur les Américains qui jouent les médiateurs. Est-ce que nous, en fait, on n'a pas raté Est-ce qu'on a perdu notre carte de médiateur, nous, Européens, quand le président Macron pointe du doigt Vladimir Poutine? Est-ce que, justement, on a perdu notre neutralité dans la négociation qui se joue en ce moment en pointant du doigt la menace russe? Alors écoutez, d'abord c'est évident que nous ne sommes pas belligérants, nous ne sommes pas des parties à ce conflit, mais en même temps, entre le fort et le faible, entre la victime et l'agresseur, il y a une différence, et c'est ce que la France, et d'ailleurs la plupart de nos partenaires internationaux, disent depuis le début, et qu'on ne peut pas traiter les deux sur un même pied. Donc nous sommes totalement cohérents, nous soutenons l'Ukraine, c'est la décision prise par les autorités françaises. Ça ne veut pas dire que nous souhaitions une guerre infinie, au contraire, nous soutenons l'aspiration ukrainienne à avoir une paix aussi rapide que possible, mais une paix durable, une paix juste. Les Américains gèlent leur aide militaire, ils ne partagent plus leurs renseignements avec l'Ukraine. Quel est l'impact que ça a déjà militairement sur le terrain ?
Alors c'est difficile à estimer. Pour l'instant, cet impact, il n'est pas perceptible en réalité, parce que l'armée ukrainienne a des stocks, simplement. Et donc, pour les prochaines semaines et peut-être les prochains mois, vraisemblablement les prochains mois, l'impact sera diffus, mais il va monter progressivement en puissance si le gel de l'aide américaine continue. Puis ça dépend de la capacité d'autres partenaires à faire plus pour aider l'Ukraine, évidemment. L'inertie se compte en mois, c'est-à-dire qu'il y a encore des stocks, et donc ça veut dire que si les États-Unis devaient changer d'avis dans les prochaines semaines, ça pourrait ne pas avoir d'impact militaire majeur ? C'est l'espoir des Ukrainiens, précisément. Donc l'espoir des Ukrainiens, c'est que la rencontre de Jeddah demain avec les Américains permette de reprendre une dynamique diplomatique positive. Il ne vous a pas caché que le 28 février, dans le bureau ovale, c'était pas exactement dans ce cadre-là qu'on était. Et que dans ce cadre-là, il y a à la fois des progrès diplomatiques dans les discussions potentiellement avec les Russes, ou des discussions sur un accord de paix, mais qui est aussi une reprise de l'aide militaire américaine. C'est ce que veulent les Ukrainiens, bien entendu. Parce que l'aide française, l'aide européenne ne suffit pas à pallier le désengagement américain. C'est très difficile à dire. Il est vraisemblable les Français, nous pouvons faire plus. Les Européens peuvent faire plus. D'ailleurs, c'est ce que le Conseil européen du 6 mars a acté. Et c'est extrêmement important. C'est une espèce de réveil de l'Europe qui est fondamental. Ça pose deux questions. Une question de vitesse. C'est-à-dire combien de temps faut-il entre le moment où la décision politique est prise, les financements arrivent, et puis le moment où sur le terrain, les obus de 155 mm sont chargés dans les canons César, ou d'autres types d'équipements. Et puis ça pose aussi une question en réalité de technique, c'est qu'il y a certains matériels. Aujourd'hui, la défense antiaérienne de l'Ukraine, elle est assurée par des systèmes patriotes, avec des missiles patriotes, qui sont des systèmes américains. Il y a quelques systèmes européens, franco-italiens en particulier, mais on ne dispose pas des volumes de matériel qui permettraient de remplacer, en tout cas à court terme, ce système américain. Ça veut dire que ceux qui disent que la décision de suspension de l'aide américaine met d'abord en jeu la vie des civils, ils ont raison aujourd'hui ? Aujourd'hui, le jour où il n'y a plus de système de défense anti-missiles patriotes fonctionnel en Ukraine, ça veut dire que les missiles russes qui sont tirés sur Kiev et sur d'autres grandes villes ukrainiennes, et qui sont tirés très régulièrement, il n'y a pas de semaine sans que ce soit tiré. Il y a eu encore quelques jours, il y a plusieurs jours, il y a eu 56 missiles dans la même nuit. Ces missiles, il n'y a plus de défense antiaérienne pour la population. Donc évidemment, les civils sont à risque, évidemment. Et donc là, vous voyez la population ukrainienne en train de paniquer, ça commence ou pas ? Alors je vais vous dire, c'est ça qui est très intéressant, c'est que non. La population ukrainienne ne panique pas. Pourquoi ? Parce que les Ukrainiens, d'abord, il y a un réflexe d'unité, il y a un réflexe national de ralliement autour du drapeau, de défense du pays. C'est des gens qui se battent depuis 3 ans. Et les Ukrainiens nous disent, mais vous savez, en février 2022, en mars 2022, nous étions tout seuls. Il n'y avait pas de système patriote, ça n'existait pas. Il n'y avait pas l'appui militaire que nous avons aujourd'hui. Et finalement, notre situation aujourd'hui, même sans les Américains, elle est plutôt meilleure qu'en 2022, puisque à l'époque, nous étions seuls, et maintenant, nous avons quand même des partenaires européens, etc., qui nous aident. Donc les Ukrainiens, ils voient ça avec beaucoup de détermination, évidemment beaucoup d'inquiétude aussi, parce que cette pause aurait des conséquences à moyen terme. Est-ce que cette pause de l'aide militaire, elle a des conséquences sur la résilience de la société et sur l'unité de la société ukrainienne, de là où vous êtes, parce qu'on lit ici ou là des témoignages de gens qui disent qu'il y a aussi une partie des Ukrainiens qui souhaitent que la guerre s'arrête au plus vite. Alors écoutez, c'est intéressant parce que depuis le 28 février, et donc cet entretien dans le bureau ovale, en fait, tous les sondages montrent d'abord que le président Zelensky est beaucoup plus populaire, encore plus populaire qu'avant. Il était à 57% de popularité, il est à 67%, donc c'est quand même considérable. Donc il y a un réflexe de ralliement autour du président, pas parce que c'est lui, mais parce que c'est le président, commandant suprême des armées d'Ukraine, d'une part. Et puis d'autre part, la proportion de gens qui veulent la paix tout de suite, quelles qu'en soient les conditions, se réduit en réalité. Les Ukrainiens veulent la paix, mais pas n'importe quelle conditions. Voilà, ils veulent une paix durable, ils veulent une paix soutenable, et ils comptent notamment sur les pays européens pour leur apporter des garanties de sécurité. Ou bien rentrer dans l'OTAN, bien entendu, mais on voit bien que diplomatiquement, c'est pas ce qui va se passer. C'est compliqué, effectivement, parce que prenons l'exemple d'un ancien président de la République français qui a déjà négocié avec Vladimir Poutine. Il s'appelle Nicolas Sarkozy, et lui, il a une idée bien précise de la position que doit avoir l'Ukraine sur la carte géopolitique mondiale. Pour lui, l'Ukraine doit être neutre. Vouloir faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, c'est aggraver la situation. Ce discours-là, il est entendable encore pour les Européens ou pas ?
Je pense surtout que ce discours-là, il peut plus, sur le principe, il peut plus être audible par les Ukrainiens eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que ce pays a changé depuis 2014. C'était un pays très divisé, mais depuis 2014 et surtout 2022, c'est un pays qui est totalement uni. Il est uni contre la Russie. Et donc, venir leur dire qu'ils ne peuvent pas choisir leurs alliances, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas accepter. Alors après, on peut très bien décider que dans le cadre d'un accord, l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN. S'il n'y a pas d'accord pour que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, c'est ce qui va se passer. Ouais. Mais ce qui est important pour l'Ukraine, c'est son chemin. Donc c'est la perspective de rentrer dans l'OTAN un jour, et puis c'est le chemin européen, puisque c'est un pays candidat à l'Union européenne. Les négociations avec l'Union européenne ont lieu. Elles ont été lancées en juin, ouvertes concrètement en juin de l'année dernière, et elles ont lieu. Donc ce qui est important pour eux, c'est le chemin. C'est de dire qui ils sont et ce qu'ils ont choisi d'être. Et ce qu'ils ont choisi d'être, c'est d'être une démocratie libérale occidentale. Mais la position des pays européens, elle compte vis-à-vis de Vladimir Poutine. Donc favoriser l'entrée dans l'Union européenne de l'Ukraine, ça peut jouer dans les négociations. Et donc du coup... Où est-ce qu'en fait, sur quelle garantie on peut miser qu'est-ce qu'on peut dealer avec Vladimir Poutine ? Alors, il y a deux choses dans votre question, je crois, c'est que, évidemment, ça peut jouer dans les négociations. Ceci dit, même Vladimir Poutine, en tout cas, même la Russie a dit qu'ils n'avaient pas de problème de principe le fait que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne. Leur problème, c'est l'OTAN. Donc, en fait, pourquoi ? À cause de l'article 5 de l'OTAN, qui prévoit la capacité de défense collective de l'OTAN si un de ses membres est attaqué. Et en réalité, la vraie question, c'est celle des garanties de sécurité. C'est là qu'on y revient. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que les Ukrainiens peuvent se dire que, étant face à un adversaire qui est beaucoup plus nombreux et qui est l'une des premières armées du monde, comment peuvent-ils avoir la garantie que le conflit ne va pas repartir dans 2 ans ou dans 3 ans ou dans 6 mois ? Pourquoi est-ce que c'est important ? C'est important pour l'avenir de ce pays et donc c'est important pour la sécurité de l'Europe. Parce que si les Ukrainiens n'ont pas confiance dans la soutenabilité de cette paix, ils vont partir. Ils vont partir. Et donc, il restera en Ukraine des gens qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas partir. Le chemin européen sera sans doute très différent. Et en réalité, c'est pas l'intérêt européen non plus. Mais juste si on essaie de rappeler quand même la position russe, quand on écoute Vladimir Poutine, il dit « Moi, mais j'ai aucune intention d'envahir l'Europe. Arrêtez, il s'adresse aux dirigeants européens, arrêtez de dire à vos populations que je vais envahir l'Europe, c'est pas vrai. Moi, je veux protéger mes bases et donc éviter que l'OTAN soit à mes portes. » Écoutez, vous savez, c'est pas à moi de répondre au président Poutine, bien entendu, mais quand on regarde historiquement les autorités russes, le président Poutine lui-même, on dit beaucoup de choses, y compris le 24 février 2022, juste avant l'attaque contre l'Ukraine, il y avait quand même des messages très clairs qui étaient passés par le président Poutine, comme quoi il n'allait pas attaquer l'Ukraine. Finalement, il l'a fait. Donc, en réalité, il y a un moment, il faut aussi... c'est difficile de blâmer l'Ukraine, de vouloir juger la Russie aux actes et pas au discours. Et je crois qu'on est tous dans le même cas. Gaël Vessière, ambassadeur de France en Ukraine. On vous retrouve dans 1 minute, juste après le fil info. Il est 8h45, Maureen Suignard. Le gouvernement israélien dit vouloir faire avancer les négociations en envoyant sa délégation au Qatar. Des négociations vont se tenir avec le Hamas sur la possible poursuite du cessez-le-feu. Israël a coupé hier l'électricité qui alimente la principale usine de dessalement d'eau de la bande de Gaza. Il faisait figure de favori dans les sondages mais ne pourra finalement pas se présenter à la présidentielle en Roumanie. La candidature de Călin Ceausescu est rejetée par la commission électorale du pays. L'instance estime que le candidat d'extrême droite a enfreint les règles démocratiques lors du premier tour en novembre dernier, tour annulé à cause d'ingérence russe. Une enseignante du Val d'Oise jugée à partir de ce matin, une professeure de français accusée d'avoir harcelé Evaëlle, une collégienne de 11 ans. La jeune fille s'est suicidée en 2019. Cette enseignante se défend de tout harcèlement. Défaite du 3e de la Ligue 1 hier soir en clôture de la 25e journée. L'OGC Nice battu à domicile par l'Olympique Lyonnais. Les Lyonnais qui confortent leur 6e place du championnat. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Gaël Vessière, l'ambassadeur de France en Ukraine avec nous jusqu'à 9h. Il y a un mot une expression qu'on n'a pas encore utilisée depuis que vous êtes là, c'est le mot terre rare, et pourtant c'est très important dans les discussions parce que Donald Trump en fait quasiment une obsession. C'est cet accord sur les minerais qui était d'ailleurs l'objet du déplacement de Volodymyr Zelensky lorsqu'il est venu à Washington lors de cette fameuse altercation. Les terres rares, c'est quasiment pour lui un moyen de se faire rembourser les aides américaines aux Ukrainiens. La France et l'Union européenne vont laisser faire cet accord ? Écoutez, d'abord, cet accord, pour l'instant, c'est une idée. Il n'a pas encore été signé. Il sera très intéressant, c'est de voir exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Les textes qui ont été rendus publics
il y a à peu près une semaine par les Ukrainiens était assez différent de ce qu'on disait au début. C'était plus du tout un accord de spoliation, puisqu'en réalité c'est un accord qui créait un fonds. Au départ c'était un accord de spoliation, ce qu'on a vu. Ça ressemblait beaucoup à un accord de spoliation au départ. En tout cas, ça y ressemblait de ce qu'on avait compris. Mais encore une fois, nous on n'a pas vu le texte, c'est un accord entre les États-Unis et potentiellement l'Ukraine. Et l'accord tel qu'il est prévu maintenant, à ce que nous comprenons, c'est un accord qui crée un fonds. Ce fonds est abondé par les ressources ukrainiennes, mais ce fonds est destiné à investir en Ukraine. Donc c'est de l'argent qui revient à l'Ukraine pour la reconstruction de l'Ukraine et pour l'exploitation des ressources de l'Ukraine. Donc en réalité, il n'a pas l'air de poser des problèmes de principe, si je comprends bien. Après, là, en fait, on est en train de parler d'un texte qu'on ne connaît pas. Il faut voir ce qui sera effectivement signé. Alors après, il y a ce que la France fait. Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, qui était à votre place il y a quelques jours sur France Info, disait que les Français, eux aussi, discutent avec les Ukrainiens pour la fourniture de minerais qui sont indispensables à notre défense. Ça se passe comment, concrètement ? Et ça peut aboutir à quoi, surtout ? Il y a aussi des discussions françaises. On n'est pas exactement les seuls. L'Union européenne, au sens Union européenne du terme, a déjà un accord, d'ailleurs, qui date de plusieurs années avec l'Ukraine. L'idée, c'est de fournir un cadre de coopération, puisque, en fait, cette idée d'utiliser les minéraux ukrainiens pour faire venir des investisseurs étrangers, elle était dans le plan de la victoire du président Zelensky en novembre. C'est les Ukrainiens qui ont mis ça sur la table. Donc l'idée en elle-même, elle n'est pas choquante. Ce qui est important, c'est la façon dont elle est menée. Donc nous, on a une discussion normale, traditionnelle avec les Ukrainiens sur le thème de quoi est-ce que vous auriez besoin, qu'est-ce que nous on pourrait faire. Est-ce qu'il y a des groupes français qui pourraient être intéressés par certaines de ces possibilités ? L'Ukraine dispose d'énormément de minéraux au sens large du terme, y compris d'ailleurs et notamment dans les parties qu'elle contrôle, pas seulement dans les parties qui sont occupées par les entreprises françaises sont présentes sur place, y compris d'ailleurs sur un autre dossier, parce qu'on sait qu'il y a d'autres pays européens qui sont déjà là, pour envisager le moment où il faudra reconstruire. Les entreprises françaises sont placées comment par rapport à leurs concurrentes ? Écoutez, les entreprises françaises sont très bien placées en Ukraine. On ne sait pas tellement en France, et je pense que c'est important de le dire. Les entreprises françaises sont le premier employeur privé étranger du pays, avec 25 000 Ukrainiens employés par les entreprises françaises, et vous avez des grands groupes bancaires, BNP Paribas, le Crédit Agricole, le groupe Auchan, etc., qui sont là. Et donc oui, les Français sont là, et ça joue un rôle très important parce que ces entreprises ont fait le choix de rester. Après le 24 février 2022, elles n'ont pas interrompu leurs opérations, elles continuent à travailler, et quand je vais, par exemple, à Kharkiv, dans la forteresse de l'Est, tout près des combats en Ukraine, en réalité, je vois des agences bancaires françaises qui sont ouvertes et qui permettent aux gens de rester. Parce qu'évidemment, si votre agence bancaire ferme, c'est plus compliqué. La vie devient plus difficile. Donc oui, les Français sont là, et je pense qu'ils sont très appréciés. Notre présence est très appréciée par les Ukrainiens à cause de cet engagement. Ils sont là depuis longtemps, ils veulent rester, c'est du long terme. Parce qu'il faut le dire, Gaël Vessière, sur le front, la Russie dit encore ce week-end avoir gagné du terrain. Les bombardements continuent dans plusieurs régions ukrainiennes, et l'armée de Poutine ne semble pas être à court de munitions ni de soldats, car elle fait appel à des soldats nord-coréens. Vous les vivez, ces bombardements au quotidien. À l'ambassade, ceux qui ont voulu rentrer en France au début de la guerre sont revenus ou pas du tout ? Oui, bien sûr. D'abord, l'ambassade avait dû évacuer Kiev. Elle n'a jamais quitté l'Ukraine, puisqu'elle était relocalisée. C'était mon prédécesseur, Étienne de Poncin, que je rends hommage ici. Elle était relocalisée à Lviv, dans l'ouest du pays, mais avec un format beaucoup plus réduit. Aujourd'hui, l'ambassade est non seulement revenue depuis avril 2022 à Kiev, la capitale, mais elle a étoffé ses effectifs. En réalité, on est plus nombreux à l'ambassade aujourd'hui qu'avant la guerre, à grande échelle de 2022, et les agents qui sont là sont tous des agents volontaires, donc ils savent à quoi ils s'engagent, et ils savent aussi quel est le sens de la mission qu'on accomplit ensemble. Et justement, vous faites quoi ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est une ambassade, vous savez. Donc, concrètement, on est là pour représenter les autorités françaises. On est là aussi pour dire à Paris, à nos autorités, très sincèrement, comment on voit les choses, qu'est-ce qui se passe, à la fois sur tous les plans, politiques, économiques, de coopération. On est là pour faire la liaison entre les besoins ukrainiens et ce qui est possible, côté français ou côté européen parfois. Et puis on est aussi là pour représenter les intérêts de la France quand c'est nécessaire. Vous avez des contacts directs avec les membres du gouvernement ou même avec le président Zelensky ? Comment est-ce que... C'est le travail d'un ambassadeur, oui, au quotidien. Absolument. Le président Zelensky, vous l'avez vu quand la dernière fois, et dans quel état d'esprit était-il ? Alors, le président Zelensky, moi je le vois pas normalement en tête-à-tête, je le vois plutôt dans des réunions, etc. Il est toujours extrêmement déterminé. C'est un homme d'une grande intensité.
qui a le sens de son combat, qui parfois peut être un peu épuisé, parce que la pression qui est sur lui est évidemment énorme, mais c'est quelqu'un qui est concentré sur la réussite de sa mission. Et au quotidien, on travaille avec l'ensemble des ministres ukrainiens, mais on travaille aussi avec l'opposition. Il y a une opposition démocratique en Ukraine, on les voit, on travaille avec eux. Et c'est important, c'est le rôle d'une ambassade. On vous pose la question sur Volodymyr Zelensky parce que il est perçu en Europe comme un héros, mais outre-Atlantique, c'est l'homme qui empêche la paix. À la place qui est la vôtre, avez-vous l'impression que l'épisode du bureau ovale l'a affaibli dans son pays ? Écoutez, moi je peux parler évidemment du point de vue ukrainien, et moi ce que je sens, c'est que pour l'instant ça l'a renforcé. Ça l'a renforcé parce que d'abord il y a un réflexe de ralliement. Vous savez, les Ukrainiens, c'est un peu comme... C'est un peu comme Cyrano de Bergerac, voilà. Je me sers moi-même mes critiques avec assez de verbe, mais je ne supporte pas qu'un autre me les serve. Et donc, right or wrong, my country, comme disaient les anglo-saxons, c'est leur président. Oui. Ils le critiquent eux-mêmes, et Dieu sait qu'ils le critiquent parfois acidement, mais ils n'acceptent pas que des critiques viennent de l'extérieur, parce que c'est des critiques qui sont portées sur leur démocratie. Et notamment, quand Donald Trump parle de Zelensky comme d'un dictateur, ça a été très mal ressenti, ça. Ça a été très mal ressenti et ça a été surtout critiqué parce que du coup aujourd'hui même l'opposition dit que ça n'aurait pas de sens d'organiser des élections pendant la guerre. J'allais vous poser la question parce que justement nos auditeurs, nos téléspectateurs, il faut que vous leur expliquiez ce que c'est la réalité de l'Ukraine aujourd'hui et pourquoi ça n'est absolument pas possible d'y organiser des élections. Alors d'abord, il y a des problèmes matériels, évidemment, c'est-à-dire que c'est un pays où il y a au moins 7 millions de personnes qui sont réfugiées à l'étranger, qui sont en dehors des frontières, donc comment est-ce qu'elles voteraient, etc. Il y a des déplacés internes. Comment vous faites voter les millions de gens ou les centaines de milliers de gens plutôt qui ont dû quitter les territoires occupés par les Russes? Bon, et puis comment vous faites est-il possible et pensable de faire voter les gens qui sont dans les territoires occupés par les Russes? Donc ça pose des questions majeures, ça pose aussi des questions fondamentales. Si vous organisez des élections présidentielles ou législatives, les militaires peuvent-ils participer à l'élection? Ce serait étonnant qu'ils ne le puissent pas. C'est eux qui ont la légitimité, c'est eux qui défendent ce pays. Et en même temps, s'ils le font, quelle est la conséquence militaire du fait d'organiser des... Bon, donc c'est très compliqué. Et en réalité, comme c'est très compliqué, le président Zelensky voit bien qu'il ne peut pas le faire. L'opposition, en réalité, ne le souhaite pas. Parce que d'un point de vue démocratique, en pleine guerre, le président étant commandant suprême des armées, est-ce que le jeu politique est vraiment égal? Et les ONG sont inquiètes en disant mais s'il y a des élections qui étaient faites, comment serait-il possible d'avoir le niveau démocratique, notamment le fonctionnement des médias, le fonctionnement des campagnes, qui fasse que ces élections soient de vraies élections, pas comme dans d'autres pays voisins. Voilà. Puisque, encore une fois, leur objectif, c'est de devenir une démocratie occidentale. Est-ce que vous savez, depuis l'Ukraine, ce qui se dit ici en France sur la guerre en Ukraine, je fais référence à certains médias, des commentateurs qui disent que la Russie a gagné la guerre et nous, Européens, l'avons perdue. Est-ce que vous êtes de cet avis ? Non, évidemment. Vous qui êtes sur le terrain. Moi, depuis le terrain, et puis en tant que diplomate, moi ce que je vois surtout, c'est que la Russie a déjà perdu cette guerre. En réalité, la question c'est jusqu'à quel point elle a perdu cette guerre, puisque l'armée russe, qui est quand même une des armées les plus puissantes du monde, a été arrêtée par l'Ukraine depuis 3 ans. Elle dit qu'elle progresse, l'armée russe. Qu'elle progresse très bien. Elle contrôle 20% du territoire ukrainien. L'Ukraine est un très grand pays, mais depuis 3 ans, c'est quand même pas un résultat militaire faramineux. La raison qui a été avancée par le président Poutine à plusieurs reprises, c'était de lutter contre l'extension de l'OTAN. Et en réalité, des nouveaux pays sont rentrés dans l'OTAN. Parce qu'ils ont peur de la Russie. Et l'OTAN, d'une certaine façon, a trouvé une nouvelle jeunesse, ou une nouvelle raison d'exister grâce à cette situation. Donc en réalité, je pense que c'est une défaite stratégique pour la Russie, déjà, cette affaire. Maintenant, ce qu'il faut, évidemment, c'est que ça ne se traduise pas par une défaite concrète de l'Ukraine. Je vous pose la question parce que les Français qui nous écoutent, là, qui nous regardent, ils doivent se dire, mais... On va nous demander des efforts, davantage d'efforts pour à la fois aider les Ukrainiens et financer notre défense parce que ça commence effectivement à chauffer avec la Russie. Qu'est-ce que vous dites aux Français qui nous écoutent, qui nous regardent et qui se demandent où va l'argent ? C'est aussi ce que dit Donald Trump. On a donné beaucoup d'argent, mais on ne sait pas où ça a été. Vous êtes sur le terrain. Vous savez où va l'argent qu'on envoie, nous, Européens, nous, Français ? D'abord, je pense que c'est un débat très important. C'est un débat politique par nature. Je comprends d'ailleurs que Jean-Noël Barrot, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, fait une tournée des régions. Il est aujourd'hui à Nantes et qui parle de ce sujet-là aux Français. Je pense que c'est très important. Moi, de mon point de vue à moi, qui est évidemment plus restreint, qui est celui d'un diplomate, ce que je peux dire, c'est que oui, je vois tous les jours que la sécurité de la France et de l'Europe, elle est en jeu en Ukraine.
enjeu aujourd'hui, maintenant en Ukraine. Après, tout l'aide que nous donnons est parfaitement tracé, référencé, etc. On fait très attention aussi au contrôle des armements de ce qui a été donné à l'Ukraine, de être certain que ça ne disparaisse pas dans la nature. Parce qu'il y a eu des soupçons de corruption, il y a même eu des corruptions avérées. Alors, il y a eu des cas de corruption, il y a eu des affaires judiciaires, etc. Ce qui est certain, c'est que l'Ukraine lutte contre la corruption. Il y a du travail, à l'évidence, mais elle lutte contre la corruption et elle le fait dans le cadre aussi du rapprochement avec l'Union européenne. Elle fait les deux choses, elle fait les réformes et elle fait la guerre. C'est pas si évident que ça. L'Ukraine le fait et je crois que ça mérite d'être encouragé. Gaël Vessière, en quelques secondes, vous allez repartir dans quelques jours à Kiev. Qu'est-ce qui est le plus dur quand vous retournez sur place dans votre vie quotidienne dans ce pays en guerre ? Mais ce qui est assez difficile, c'est que d'abord, il y a une pression sécuritaire qui existe et qui est là. Et il faut vivre avec. Ce qui est difficile aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et évidemment, beaucoup de choses se passent en dehors de l'Ukraine. Et donc, on est aussi un peu dépendant de ce qui se passe ailleurs, de ce qui se passe demain en Arabie Saoudite, de ce qui se passe à Washington, de ce qui se passe au Conseil européen. Mais ça fait partie de la réalité diplomatique. Il faut traiter l'ensemble de ça. À titre personnel, c'est l'absence de votre famille. Vous y êtes tout seul, faut le dire. Oui, enfin tous les agents de l'ambassade d'ailleurs les agents expatriés de l'ambassade, c'est des postes sans famille pour des raisons de sécurité, au cas où il faudrait un jour, à Dieu ne plaise, à nouveau prendre des mesures difficiles. Et puis, mais en même temps, vous savez, c'est bien parce que quand il y a une alerte de missile, j'ai pas besoin de m'inquiéter pour quelqu'un d'autre. Voilà. Donc je décide de pas m'inquiéter pour moi. Il y a des gens qui le font très bien, et au moins j'ai pas besoin de m'inquiéter pour quelqu'un d'autre. Et ce que je voudrais dire ici, c'est ceux auxquels je pense, c'est les recrutés locaux de l'ambassade, des Ukrainiens, parce que eux, ils ont leur famille. Et moi, quand l'alerte sonne, j'ai pas besoin de m'inquiéter pour savoir où sont mes enfants, parce que ils sont en sécurité et loin de l'Ukraine. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ici dans ce studio de France Info à l'occasion de votre passage à Paris. Gaël Vessière, ambassadeur de France en Ukraine. Je vous laisse en compagnie de Salia Braclia, Renaud Dely, les informer dans quelques instants.